On a l'honneur, et Gilbert vous présentera mieux, d'avoir Monsieur Pascal Broulis ce soir avec nous, chef du département des finances et des relations extérieures du canton de Vaud, qui, je ne sais pas si c'est sa dernière conférence ou pas, mais c'est vraiment un privilège de l'avoir ce soir avec nous. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas encore le CECVD, donc c'est le Centre économique et comptable vaudois, c'est une association qui a été créée il y a maintenant plus de 50 ans, donc elle est quand même assez âgée, bien plus que moi, qui a passé 400 membres, actifs ou peu, et on fait donc 4 fois par année des conférences sur des thèmes en lien avec la comptabilité, la finance, éventuellement les taxes et des autres conférences qui aident en fait les contrôleurs de gestion et les responsables financiers à faire de leur formation continue. Dans ce cadre-là, on fait aussi d'autres petits events et on met en place, vous avez peut-être vu à l'entrée, des brochures pour valoriser en fait le brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité et l'expertise en finance et contrôling. Je remercie mon comité pour l'organisation et l'aide qui a été apportée aussi ce soir. Dans les prochaines conférences, si vous voulez déjà noter, on a la conférence du 10 mai avec Maître Florian Ducommun sur la finance 3.0 de l'étude Bonnard et Lawson, qui a déterminé encore le lieu, mais ça sera de toute manière sur la région lausannoise. En septembre, on aura une conférence de M. Bernard Radon qui est dans la salle. La date est encore à finaliser, mais certainement sur son nouveau livre qui est sorti en lien avec le management et le coaching. On a le 18 novembre 2022 notre Assemblée Générale, que vous pouvez aussi, pour les membres, pour ceux qui ne sont pas membres, je vous invite bien sûr à vous inscrire sur le site internet. J'ai peut-être omis de vous dire ça. La cotisation est de 100 francs, c'est assez symbolique. Ce soir, c'est offert par l'association, mais bien entendu, vous êtes bienvenus à l'association. Et on a le 29 novembre 2022 la conférence avec Patrick Conradi de TVA Solutions pour un retour sur la TVA. C'est pas exclu qu'on puisse encore caler une ou deux conférences. Et c'est vrai que c'est vraiment la première en présentiel. C'est super agréable pour nous de pouvoir revenir sur un rythme un peu plus standard. Nos partenaires sont là aussi pour nous soutenir. On les remercie infiniment. Donc la Fédération vaudoise des banques Raiffeisen, notre sponsor principal. Et Cardis Immobilier, la Société des employés de commerce et Cursus Formation pour les sponsors. Et notre partenaire HR Today pour les partenaires médias. Du coup, Gilbert, je te laisse la place. Alors, n'ayant pas sous les yeux toutes les informations, je vous donnerai quand même, et puis je n'aimerais pas trop me tromper, 2-3 petites informations. Donc, tout d'abord, bonsoir madame, bonsoir monsieur, chers amis, chères amies. Je ne vais pas vous brosser dans le détail le parcours de notre conférencier de ce soir. J'espère que tout le monde le connaît bien. Mais quand même, 2-3 petites choses sur lui, sachant que sous ses apparences de financier de notre canton se cache un grand timide. Né le siècle passé, non, je ne vous donnerai pas sa date de naissance exacte, car sinon ceux de la jeune génération diront « Oh, ce qu'il est vieux !» Et puis ceux de ma génération diront « Oh, gamin !» Non, mais je pense que de rappeler qu'il dirige le département des finances de notre canton depuis son entrée en 2002 démontre bien son aisance et sa connaissance des chiffres. Né à Sainte-Croix, d'où sa maman est originaire, il débutera dans le monde commercial très rapidement, en utilisant avant l'ère informatique les machines à écrire que son papa, ouvrier grec au sein des usines Hermès, utilisait et réparait. Après un passage au Crédit foncier vaudois, il rentrera à la Banque cantonale vaudoise pour devenir en 2000 directeur adjoint de la division logistique. Toujours bateau, pour ne pas dire mordant, employé de banque ne le suffisant pas, après un passage en tant que conseiller communal à Sainte-Croix, il entrera dans les années 90 au Grand Conseil du canton de Vaud. Il est alors le plus jeune député de notre canton. Élu conseiller d'État en 2002, il prend directement en charge le département des finances, tâche qu'il va encore mener quelques mois.
Voilà, avant de lui céder la parole, j'aimerais déjà le remercier d'avoir accepté de venir vers nous. Car si vous voyez, comme moi j'ai eu l'occasion de voir son agenda, eh bien, merci Pascal de nous avoir rejoints. Une dernière petite chose, après la séance, vous n'oublierez pas de rallumer vos natels. Merci à tous, merci à toi Pascal. Je te laisse le micro. Merci Gilbert pour tes propos introductifs. Merci au président, merci de l'accueil. Je suis membre du CECV depuis de nombreuses années. C'est ma 3e conférence en tant que conseiller d'État. J'en ai encore d'autres d'ici au mois de juin, puisque le mandat se termine au 30 juin prochain, donc encore 4 mois calendaires jusqu'à la fin de cette période. En guise de conclusion, je vous montrerai un peu les perspectives qui nous attendent et qui concernent le monde de la finance. Avec Gilbert, il m'a dit qu'il fallait que je parle un peu de moi, puis un peu de finance. Alors je vais essayer de faire les deux. Tout d'abord, de parler de votre canton, de notre canton, c'est en quelque sorte de revenir un peu en arrière. On le dit souvent, pour comprendre une situation, il faut savoir d'où on vient, où on est aujourd'hui, et ensuite comment faire pour se projeter puis avoir des perspectives. Donc c'est vrai qu'en 2001, j'avais un choix personnel à avoir, soit de rester dans la banque, avec vraiment un contrat qui était plus qu'intéressant, ou alors de me porter candidat à la candidature pour le Conseil d'État de mars 2002. Ça n'a pas été un choix très simple. Au fond de moi, je savais ce que je voulais faire, mais en même temps, je me suis dit, testons, demandant à différentes personnes de ce qu'ils pensent, comment ils m'analysent. J'ai pris un panel de 10 personnes, et puis j'aurais demandé, mais vous pensez quoi? Politique ou banque? Alors, au final, ça a donné 7 personnes pour la politique, 3 pour la banque, mais dans les 7, il y a beaucoup de gens qui avaient changé d'avis, et je pensais qu'ils allaient dire clairement plutôt la banque que la politique, et donc c'était intéressant de voir leur perception. Après ce tour de piste, eh bien, je suis parti pour une candidature devant mon congrès. C'était au mois de novembre à Villeneuve, congrès chaleureux. Je suis sorti 2e du congrès, à une voix du 3e, c'était peut-être prémonitoire. Ce soir-là, mon père m'a dit, écoute, les astres sont en train de s'aligner. Lui qui m'avait dit, la banque, mon fils, plutôt que la politique. Et je lui avais dit, écoute, moi je suis venu te demander ton soutien, je ne suis pas là pour te dire, mon choix il est fait. Et il m'avait dit, voilà, ok, je comprends, c'est le choix d'un père, mais ton choix, je le respecte. Donc on est parti en campagne avec 3 personnes dans une alliance déjà large, et puis ça s'est très bien passé, puisque en mars 2002, je rentrais au Conseil d'État, dans un canton qui était compliqué en matière de stabilité politique, un canton qui vivait sous l'ère des conflits permanents, d'assainissement, je vais y revenir dans le cadre de ma présentation, un canton qui était tiraillé entre des hausses fiscales, entre des baisses de prestations, qui n'avait pas trouvé le chemin, et puis il y avait vraiment des tensions qui étaient très fortes. Alors, ce n'est pas très grave, vous le savez très bien, quand ça se passe à l'intérieur d'une famille. La famille vaudoise eh bien, vivait avec ce conflit depuis 1990, mais vu de l'extérieur, le canton de Vaud, ce n'était pas brillantissime. Chaque fois que je sortais comme jeune conseiller d'État sur la place fédérale ou sur les cantons voisins, on me demandait comment j'allais, comment allait le canton, et puis la banque cantonale, et puis les problèmes financiers, les scandales récurrents. Ce n'était pas très agréable. Je ne vous cache pas que d'avoir cette vision extérieure faite, et donc il fallait qu'on trouve une solution. Et donc de là, eh bien, on est parti pour une reconquête, en sachant que ça allait être difficile, qu'il fallait convaincre, qu'il fallait parler de chiffres, c'est aussi votre travail de tous les jours. Des chiffres, l'argent n'est qu'un moyen, les chiffres ne sont qu'un moyen, c'est jamais une finalité. Et de ce moyen, on peut faire des choses, on peut commencer à se projeter, commencer à réfléchir, à travailler. Ensuite, il faut être bien entouré. Et ça, c'est aussi un point qui est crucial. Entouré de compétences diverses. Département des finances, c'est des financiers, c'est des fiscalistes, c'est des hauts commis de l'État qui doivent être serviteurs. Et une des décisions que nous avons prises à partir d'avril-mai 2002, c'est de rappeler que l'administration
et pour ceux qui me connaissent le savent, elle est au service du politique et pas l'inverse. Personnellement, l'administration est à mon service, au service du peuple et de la population, et pas à son propre service. La prédominance du politique sur l'administration est cruciale, comme le relevait Périclès il y a à peu près 2400 ans dans la Grèce antique. Et ça, c'est un point qui est important. Ça a permis de reprendre la main et de faire de la politique, qu'on a pu faire, par exemple, avec Pierre-Yves Maillard, avec d'autres conseillers et conseillères d'État, de trouver des arbitrages, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, on fait de la politique. Et c'est dans le collège que se décide le budget. Ce n'est pas par l'administration qui vient avec ses propres goûts, ses propres demandes. Et depuis à peu près maintenant une quinzaine d'années, c'est le gouvernement qui fait le budget de A à Z, mais avec l'appui de spécialistes, avec l'appui des responsables des finances, départementaux ou autres, mais c'est le politique qui décide. Alors projetons-nous maintenant un peu sur ce que je vais vous présenter. Tout d'abord, je trouve ça amusant, vous l'avez peut-être déjà vu sur Internet, c'est assez amusant parce que c'est simplement comment résoudre des problèmes autour du monde. Si on prend deux pays, ben, ça montre bien un des résumés qu'on a actuellement. La Russie, problème, solution, c'est la prison. En Chine, quand vous regardez le drapeau chinois, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on le voit avec le Covid, il n'y a pas de Covidé en Chine, quasi pas, ou quasi pas de morts. Donc les problèmes disparaissent uniquement avec le gouvernement. Nous, en Suisse, c'est notre chance. Nous avons le vote. Nous avons l'obligation aussi de communiquer nos politiques publiques, décider. Ensuite, il y a des référendums, des initiatives, il y a des arbitrages à faire. Et c'est un des points qu'il faut avoir à l'esprit. Je trouve amusant ce tour du monde. Et puis, juste pour l'anecdote, les Français votent le 10 avril prochain. En France, ça part d'un problème, des manifestations, puis au final, il y a problème avec S. Bon, on peut en rigoler. Je vous le dis juste que la France est un grand pays, lié à la cohésion européenne. Si la France va mal, c'est aussi l'Europe qui tousse. Et c'est clair que la France actuellement va très mal. Je ne ferai pas vous faire une conférence aujourd'hui sur la conduite de ce pays voisin qui est important. Projetons-nous maintenant sur notre propre pays. Donc, dans notre ère de compétences, tout d'abord, nous avons une ère fédérale. Nous sommes un État fédéraliste, une confédération. Pour moi, c'est crucial. Je suis responsable dans un collège gouvernemental d'un micro-État, qui est le canton de Vaud, qui est plus grand que le Luxembourg, qui a fondé l'Europe, avec d'autres pays. Et donc, les 26 cantons fondent la Confédération. Les cantons sont souverains pour lever l'impôt, sont souverains pour voter des lois, ce qui n'est pas le cas des communes. Alors, je dois souvent le rappeler, les communes sont autonomes, en déclinaison de lois qui ont été votées par un Parlement souverain, qui est le Parlement cantonal. C'est ce qui nous différencie entre le premier niveau, la Confédération, les cantons, et il y a une scission très claire avec les communes. L'autonomie n'égale pas la souveraineté. C'est un point qu'il faut toujours avoir à l'esprit, et c'est aussi pour ça que c'est bien le territoire cantonal qui donne une portée dans une politique d'influence et de décision. Ensuite, dans le constat, alors je savais où je mettais les pieds, ça a été rappelé par Gilbert tout à l'heure. J'étais le plus jeune député jamais élu au niveau du canton. Il y en a d'autres qui ont été élus depuis au niveau de leur âge. J'avais une autre coupe de cheveux à l'époque, un peu plus grande, quand je suis rentré au Parlement. Donc, 24 ans, je rentre au Parlement. J'avais déjà fait un peu de politique communale et j'allais ensuite siéger entre 1990 et 2002, 12 ans au Parlement. Donc, je savais où je mettais les pieds, clairement, puisque j'ai présidé pendant 8 ans la Commission des Finances. Donc, je savais que le canton allait comme il allait. Et donc, au soir de l'élection de 2002, comment se projeter pour la suite? Eh bien, il fallait réfléchir à se répartir tout d'abord les dicastères. J'avais revendiqué soit la santé, soit les finances. Au final, c'est les finances qui m'ont été attribuées. Et en même temps, il fallait commencer à réfléchir. Ça, c'est un peu la stratégie que nous avons décidé le Conseil d'État. C'est écrit petit, les planches sont à votre disposition, comme ça vous les adressez à tout le monde. Simplement, je vais m'arrêter juste sur 2-3 aspects-là. Tout d'abord, la crise de 1990. On partait en 1990 avec des comptes florissants et en l'espace de quelques mois, on est passé dans un autre paradigme complet en matière financière, avec tout d'abord une crise immobilière, une crise financière, des excès de dépenses. Puis après, pour remettre le bateau à flot, il faut du temps. Entre 90 et 2002, on a pris différentes mesures, des tables rondes, des propositions d'assainissement avec des impôts, des propositions d'assainissement à la hache, en coupant 400 millions, balayées par le peuple. Et puis à partir de 2002, quand la nouvelle équipe arrive au gouvernement, eh bien, il y a une prise de conscience. Et c'est là où votre travail de tous les jours est important.
Comme financier, votre travail, c'est de sensibiliser. Je répète que l'argent n'est pas une finalité, l'argent n'est qu'un moyen, mais un moyen ultra important dans une collectivité. Et le responsable des finances d'une collectivité, eh bien, on doit sensibiliser les autres collègues en permanence. Toujours dire non, non et non. Et du non, il y a toujours de l'espace ensuite. Parce que c'est un peu comme la guerre, après la guerre, la paix, c'est un peu la même logique. Donc le ministre des Finances doit toujours dire non. Puis après, il doit expliquer pourquoi non, puis après dire, mais quelle lueur d'espoir. Et la lueur d'espoir, on la voit sur ce rappel 85-2007, on va progressivement remonter la pente. La ligne rouge qui est projetée derrière moi, c'est la ligne de flottaison, c'est l'atteindre pour retrouver une aisance et une capacité de pouvoir investir au niveau du canton. Et c'est là où il faut, au départ, fixer un diagnostic et l'assumer. Donc le Conseil d'État de 2002 va tenir une série de séminaires à huis clos, où volontairement je fais venir mes amis banquiers, certains sont décédés aujourd'hui, comme De Picciotto, comme d'autres personnes sont venues expliquer la finance. L'ancien président de la Banque nationale suisse est venu expliquer comment il voyait le canton, d'autres spécialistes aussi, et ça a permis à mes collègues de se rendre compte que ça ne pouvait plus continuer comme ça. Mais c'est clair, quand vous avez une composante 4 contre 3, gauche ou droite, c'était droite, vous devez imposer votre vision pour qu'au final, il faut trouver au final une synthèse à 7. Le modèle suisse depuis le Moyen-Âge, c'est la collégialité. C'est la recherche de la solution dans une équipe. Et donc, du diagnostic, il faut que le gouvernement l'accepte. Et dans cette acceptation, eh bien, il faut s'évaluer. Il faut tout d'abord s'évaluer et puis de se dire comment on va faire pour atteindre un équilibre. Et c'est là où l'annonce du consensus va se faire dans le cadre d'un programme législature avec la composante gauche-droite et de remonter progressivement la pente. Et cette pente, elle va se faire, et pour ceux qui pensent que tout a été fait par les impôts, c'est faux. Tout a été payé par les communes, c'est faux. Tout a été fait par les économies, c'est archi faux. Je vais y revenir. C'est une multitude de mesures qui ont été retenues par le gouvernement et qui ont permis progressivement, pas à pas, de remonter la pente et de retrouver l'équilibre voulu au niveau du canton. Et c'est là où la prédominance du politique sur l'administration doit être pleinement mise. Jamais j'annonce une liste ou une note qu'un chef de service m'a préparée en commission. En commission, quand la présidence me donne la parole, commission parlementaire, c'est moi qui décide ou pas de donner uniquement, techniquement, à un collaborateur qui m'accompagne. Avant que j'arrive, le département des finances arrivait des fois à 10 personnes. Ben non, c'est une personne qui vient. Et c'est même arrivé par le passé, que ce soit mon chef de service, parce qu'il manquait quelqu'un pour la tenue du PV, qui tienne le PV de la commission. Et ça, c'est le politique qui parle. Vis-à-vis du Parlement, c'est moi qui est responsable et ce n'est pas l'inverse. C'est ni eux à prendre le pouvoir, il y a une confrontation. Et donc, cette décision de vouloir remonter la pente, elle est assumée par le gouvernement jusqu'au bout, y compris les manifestations dans la rue. J'ai eu à peu près une dizaine de manifestations, jusqu'à 12 000 personnes sous mes fenêtres. Quand ce n'était pas Brouillon, Lyon, il y avait Maillard et Malice, vous avez tout eu comme type de slogan. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas moi qui étais visé, c'était la fonction. D'ailleurs, à ce propos, j'assume une fonction. Mon métier, ce n'est pas du tout conseiller d'État. On m'a prêté une fonction pendant 20 ans dans une démocratie. Et tous les 5 ans, elle a été remise en question devant le peuple. Et c'est ça, cette fonction que j'assume dans un corps constitué qu'est un micro-État comme le canton de Vaud. Alors, de là, de ce travail collectif, eh bien, quand on commence à retrouver une marge de manœuvre progressivement, quand vous commencez à avoir des perspectives, eh bien, on a pu voter sur le M2. Aujourd'hui, quand il a été voté par le Conseil d'État et quand j'étais en campagne électorale en 2002-2001, j'étais le seul sur tous les candidats à avoir dit ni oui ni non. J'avais posé mon pouce dans le journal 24 heures comme ça, à l'horizontale, en disant « attendons de voir ». On était en train de financer le M2 par la vente d'actions BCV. Ça voulait dire que si on ne vendait pas les actions, on ne pouvait pas faire le M2, ce qui est une erreur stratégique. C'est comme quand vous voulez baisser les impôts, il faut les baisser pour le but que vous poursuivez. Non pas de baisser pour certains, en le faisant payer à d'autres. Même logique sur le M2. Quand il était décidé en fin du premier semestre 2002, le M2, il n'était pas finançable dans l'État.
puisqu'on avait des problèmes budgétaires, mais en même temps, on savait qu'on voulait, après le deal qu'on avait fait au niveau du pacte gouvernemental, on souhaitait retrouver une marge de manœuvre, et donc le M2 devenait un objet emblématique pour soutenir le développement du canton, qui n'était pas du tout là. Vous verrez tout à l'heure certains chiffres. Le canton vivait sous une ère un peu différente. Parce que pour certains, on oublie très vite les chiffres de croissance, qu'elles soient économiques ou même démographiques. Ensuite, quand vous commencez à avoir un peu d'argent de côté, vous avez des perspectives. Vous pouvez commencer à construire. C'est un peu comme quand vous mettez chaque mois entre janvier et mai de l'argent de côté, vous avez un peu d'argent de côté pour vos vacances du mois d'août ou du mois de juillet. Même logique dans un État. Quand on commence à mettre un peu d'argent de côté, on peut commencer à se projeter, trouver des solutions. Et c'est là où le travail du gouvernement était crucial. Et une décision a été prise qui était fondamentale. Chaque franc qu'on ne dépenserait pas, eh bien, on le mettrait au remboursement de la dette. Parce que la dette, elle est sympathique pour une très courte période, mais la dette est un poison toxique pour un État démocratique. D'ailleurs, si la France aujourd'hui a un danger, c'est le poids de la dette qui va dépasser début 2023 les 3 000 milliards. C'est 10 fois plus que la dette grecque qu'on a considérée comme un poison au niveau européen. Mais revenons à notre canton. Donc, le Conseil d'État décide de quelque chose de fondamental. Chaque franc économisé, dans le cadre de son résultat comptable, on ne fait pas un bénéfice dans un État démocratique, on fait un résultat comptable positif ou négatif, sera mis au remboursement de la dette. Et chaque million remboursé donnera, en quelque sorte, sur 100 millions de tranches remboursées, ça vous donne 3 millions de disponibles qui peut être ensuite réinjecté pour des politiques publiques ou alors des baisses d'impôts. J'y viendrai sur les baisses d'impôts. Ensuite, quand vous avez une stratégie, puis vous vous dites, je veux tout faire tout de suite. Alors moi, j'ai eu la chance de pouvoir avoir 20 ans. Alors je ne dis pas que c'était 20 ans en one shot, c'était 4 élections successives. Mais en même temps, le modèle vaudois sur 5 ans permet de voir venir. Les 2 premières années, vous travaillez un peu. Ensuite, les 2 suivantes, vous êtes à fond dans vos projets, vous commencez à voir les effets d'une modification de politique publique. Et puis la 5e année, c'est la ligne de la réélection ou de l'élection, ce qui fait que vous avez quand même du temps. Et je trouve que les constituants ont eu totalement raison de passer la législature à 5 ans. Ensuite, on a eu la chance d'avoir le vote d'une constitution nouvelle. Donc on a abrogé notre ancienne constitution qui avait une centaine d'années pour un nouveau texte qui a été voté par le peuple vaudois en novembre 2002 et qui a trouvé ses quartiers le 14 avril 2003. Quand vous avez une constitution, il y a beaucoup d'articles, 170 articles, ça vous donne des choses bien pour un homme de droite comme moi, puis d'autres choses qui vous horripilent. Les droits, moi je suis plutôt pour les devoirs. Alors voilà, mais en même temps, c'est un équilibre. J'accepte les devoirs s'il y a des droits. Et inversement. Parce que chacun dans les droits et les devoirs trouve des perspectives. Le droit à une allocation familiale, le devoir de payer ses impôts, le devoir de respecter l'institution en tant que telle. Et ça, c'est notre Constitution. Et dans la Constitution, il y a tout un volant de textes qu'il fallait mettre en œuvre, qui concernait très peu d'articles. C'est les articles 161 et suivants, loi sur les participations, loi sur les subventions, loi d'assainissement, etc. Ces 5 articles qui ont été vraiment très bien réfléchis par les constituants et qui étaient confiés au département des finances qui devait les mettre en œuvre ou non du Conseil d'État devant le Parlement cantonal. Donc, revenons à l'importance d'une réaction. Alors, tout n'a pas été très rose, je vous le dis clairement. J'ai perdu devant le peuple de temps en temps. Le 17 avril 2005, on a souhaité venir avec un plan d'assainissement. 2 tiers de coupe, 1 tiers d'impôts en plus. Le peuple vaudois a dit « OK pour les coupes, on n'est pas d'accord pour les impôts ». Alors, je ne vous cache pas que le 18 avril au matin, il y avait beaucoup neigé sur le balcon du Jura. Je n'ai pas pu descendre le 17 avril au soir. Des arbres ont été coupés, etc. C'est ma collègue Lyon qui avait dû faire le rapport pour dire le Conseil d'État constate l'échec des impôts. Le 18 au matin, le gouvernement repartait pour des nouvelles coupes. Modérées, certes, mais intelligentes. Donc, réaction rapide, se poser des questions, se projeter, toujours remettre le dossier sur la table, toujours réévoquer la question, surtout après un échec. C'est crucial en matière de politique. On a mis en place une démarche d'assainissement. Quand je vous parle que les finances n'ont pas été assainies uniquement par des impôts ou par des communes, ou par... Non, on a fait des économies qui sont considérables. C'est le projet DEFI. On est venu avec une kyrielle de mesures. Alors, ce qui est intéressant quand vous êtes dans un processus d'économie,
c'est que pendant que les gens réfléchissent à économiser, ils ne viennent pas avec des projets nouveaux. Et pour un ministre des Finances, c'est idéal. Parce que quand les gens se focalisent sur ce qu'on leur impose comme économie, ils ne sont pas là en train de vous créer des dépenses nouvelles, puisqu'on leur dit économiser, on n'est pas là pour dépenser en plus. Et ça, il faut le garder à l'esprit, c'est quelque chose qui est important. Donc, c'est une façon aussi d'aborder ça, et en même temps, toute mesure dans une démarche d'économie est utile parce qu'elle amène tout d'abord une compression du socle de la dépense, et puis elle permet justement de se poser des questions sans tabou sur la dépense, et surtout de commencer à maîtriser la dépense. Parce qu'entre 1990, et j'en suis aussi responsable, j'étais député, 2002, on dépassait le budget voté par le Parlement en 3,50 francs et 7,60 francs sur 100 francs que le Parlement avait accordé. Ça veut dire qu'on s'en fichait complètement de la maîtrise des dépenses. Mais la nouvelle Constitution, les articles constitutionnels, la loi sur les finances revisitée complètement, oblige toute dépense nouvelle à trouver une compensation. Et tout dépassement, crédit supplémentaire, doit également, dans un premier temps, être réfléchi dans le département, dans le service, avant qu'il vienne devant le Conseil d'État, voire devant la Commission des finances. Et ça modifie complètement la dépense d'État. Donc défi, c'est une volonté qui a été voulue par le gouvernement, à 7, qui a permis de commencer à repenser l'État dans sa structure, dans sa façon aussi d'aborder la notion de dépenses, de son organisation aussi. On a beaucoup fusionné d'office dans le terrain, on a repensé les flux dans le domaine par exemple, les impôts. Vous avez peut-être lu, il y a quelques jours, on a tenu une conférence de presse où Lausanne veut planter 600 arbres. Eh bien, on a économisé 32 000 en 10 ans. Chiffre à l'appui. Parce qu'on a repensé complètement le modèle d'adressage des bordereaux d'impôts, de tout ce qui touche à la logistique de masse. C'est des choses qui sont, voilà, c'est effectif. Vous savez, c'est comme pour l'énergie. Mieux vaut descendre le radiateur, mettre un pull, que de penser demain, on va avoir des progrès incroyables avec des panneaux photovoltaïques, du gaz soviétique ou je ne sais pas quoi. Revenons à ma présentation. Donc, défi, c'est une multitude de propositions qui a obligé les gens à réfléchir. Fusion de services, développement de taxes pour pouvoir financer ce qui était au moins dû à l'État. Je rappelle qu'un émolument doit couvrir une prestation offerte par l'État. Rien n'est gratuit dans ce monde, il n'y a rien qui est gratuit. Si c'est offert par l'État, c'est le contribuable qui paye. Donc là aussi, réponse à ces aspects-là. Supprimer des enquêtes inutiles, comme des sondages ou des enquêtes de satisfaction. Il ne faut jamais demander aux gens s'ils sont heureux, jamais. Si les gens ne sont pas heureux, ils démissionnent. Ce n'est pas grave, la vie continue, avec ou sans eux. Et ces aspects-là sont listés, ces 880 mesures qui ont été mises en œuvre en 2004 et 2007, et qui au final donnent 371 millions, voire même 400 millions aujourd'hui, de compression budgétaire. Multiples. De vraies compressions. De choses qu'on faisait d'une façon automatique, qui ont été repensées. Chaque service, y compris l'ordre judiciaire vaudois, a contribué à ces 400 millions. Vous avez la liste, c'est écrit petit, le but c'est simplement vous expliquer ce qui s'est passé. Et donc ça c'est le travail d'un ministère des Finances, accompagné de ses collègues du Conseil d'État, accompagné d'une administration qui vous suit aussi. Avec les chefs de service, moi j'adore travailler très tôt le matin puis très tard le soir. Alors ils peuvent choisir tôt le matin ou tard le soir, c'est égal. En venant le matin, ils dorment un peu, on peut leur en physiquer des fois des choses plus facilement. Je parle du gouvernement vis-à-vis de ses chefs de service. Et quand c'est accepté, on peut commencer à avancer. Le cadre légal, je l'ai dit, il était renforcé. Je vais me focaliser sur les 3 lois, finances, subventions, participation, Cour des comptes. C'est tous des mécanismes qui vous touchent, qui sont là pour nous aider. Les mécanismes de contrôle des finances sont là pour nous aider dans une logique très claire de la maîtrise de la dépense. De pouvoir, avant le problème, anticiper le problème. De savoir tout d'un coup on a un dépassement budgétaire, puis de se dire mais qu'est-ce qu'on fait pour le compenser? Comment on va faire pour le compenser? Et ça c'est un point qui est crucial. Et c'est la déclinaison de la loi sur les finances, avec ici un processus très clair. Et le processus, Pascal Rata qui est ici présent avec ses collègues, à partir de février, on mesure le consommé du budget. On ne va pas attendre N+1 pour contrôler les comptes, pour voir s'il y a un écart au budget. Donc chaque mois, il y a un suivi budgétaire du budget, qui n'est pas pour le public, ni pour la Commission des finances ou le Parlement, qui est uniquement utile pour mes collègues du Conseil d'État. Ensuite, de cette déclinaison du programme de législature, de la planification financière, des directives budgétaires, du budget, des comptes, eh bien tous les mois on suit. On suit la dépense. On essaie de comprendre la dépense, de l'expliquer, puis de poser des questions.
Vous le savez comme moi que dans le domaine de la qualité, quand on observe quelqu'un, le fait simplement de l'observer, il va modifier son comportement. Même logique en matière financière. Parce que quand vous les justifiez et que vous savez que vous êtes observé parce que vous dépensez, je ne sais pas, 4% de plus que le budget, ben, il faut venir devant le Conseil d'État. Puis quand vous êtes 7, et puis qu'un type vient, puis il dit « Ah, j'ai une petite dépense, un peu compliquée ben, », c'est toujours ennuyeux. Parce qu'il faut se justifier, il faut l'expliquer, il faut la vendre. Alors on le fait une fois, 2 fois, la 3e fois, ça ne passe plus. Et donc, le fait d'avoir un processus qui est aujourd'hui, qui est documenté, qui oblige les services, qui oblige le Conseil d'État à réfléchir, ça permet de vraiment maîtriser les dépenses. Tout ça se trouve dans un manuel de guide, de directive. J'espère que ça va rester. De toute façon, c'est décliné par les lois. Loi sur les participations, loi sur les subventions, loi sur les finances. Puis après, les organes de contrôle comme Cour des comptes, CCF, qui ont 2 missions distinctes qu'on a mis en place. La Cour des comptes s'occupe de l'efficacité, l'efficience, qui s'appelle la performance. Et puis le contrôle des finances, qui fait un magnifique travail au travers de son attestation de compte, fait une 50aine d'audits durant l'année. Et donc, ça permet d'avoir un maillage sur 2 thèmes qui sont très différents. Régularité, légalité, efficacité. C'est le CCF. Cour des comptes vient en appui sur les autres missions. Revenons à ce schéma ici. Là, vous avez un outil de pilotage qui oblige le gouvernement à se poser des questions en permanence. Alors, il faut l'accepter. Ça veut dire que tous les mercredis, c'est mon travail. C'est mon travail de tous les mercredis de casser les pieds à mes collègues. Et demain, je vais leur casser les pieds. Leur casser les pieds sur le projet Globe, sur des directives, sur les directives budgétaires 2023. Demain, ils les ont sur leur table. Je ne vais pas quitter le Conseil d'État sans qu'on ait discuté, débattu ces directives. C'est clair que je pourrais me dire, je pars au 30 juin, mais pourquoi je m'énerve avec ça? Pourquoi je continue? Parce que c'est la tâche d'un élu d'assumer jusqu'au bout la mission qu'on lui a confiée, et surtout en responsable des finances. Continuons. Alors, pour pouvoir faire ça en parallèle, c'est un peu comme, plus on vieillit, plus en principe on doit faire un check-up, on doit aller dire bonjour au médecin qui nous dit vous avez pris l'embonpoint, etc., etc. Bon, voilà, bon. Alors on vous dit vous avez 2 kilos de trop, c'est pas très grave. L'année suivante, 3, ça va pas dans le bon sens. Même logique au niveau d'un État comme le nôtre, ça a été le rating. Et ça, c'est une aventure qui est quand même assez intéressante. Ça a été rappelé par Gilbert en 2003, c'est ce que Gilbert a rappelé. On a été raté parce qu'il fallait emprunter. Et puis là, quand j'ai le rating de Standard & Poor's, ils arrivent tout fiers comme d'habitude, il faut les payer, bon ok. Et puis ils me disent, bah, écoutez, vous êtes au même niveau que la Thaïlande, le Botswana et la Grèce. Alors je dis, la Grèce, vous n'en parlez pas. Parce que ça, mon père ne va pas être content. Alors je vais prendre le Botswana, ça me plaît bien, parce que c'est un pays africain. Ils sont A comme nous, on n'est pas brillantissime. Bon, puis comme ça, on peut l'expliquer. Alors quand vous allez sur le site du Botswana, en 2002, il se comparait à la Suisse. Alors, c'est une petite Suisse. Alors quand on le vaut, on est comme le Botswana, ils ont des diamants, c'est fantastique, des montagnes, des plaines, des lacs, bon voilà. Mais on n'est que A. Puis vous le savez comme moi, avant A, il y a triple B. Et qu'on doit lever à peu près 2 milliards pour la BCV et qu'il y a un différentiel de taux et que ce n'est pas rigolo. Et que nous, on est dans une situation qui n'est pas brillantissime en matière financière. Et donc là, la note, elle est un électrochoc pour le Conseil d'État. Ce n'est pas d'être au même niveau que la Grèce, mais c'est que cette note, elle est fragile. Et c'est là où l'intelligence du gouvernement vaudois, qui a perduré jusqu'à maintenant, à gauche comme à droite, sa composante à 7 liée à la collégialité, c'est d'accepter que les finances publiques sont importantes, qu'il faut trouver des équilibres en la matière. Et c'est là où, gentiment, mes collègues acceptent de remonter, vous savez, une remontada, comme on dit au football. Et on passe de A à A+, à A+, consolidé, double A négatif, ainsi de suite, et on arrive au triple A, 2013. Quasi 10 ans après, on consolide le canton. On se trouve au même niveau que certains pays qui ont des gestions financières très rigoureuses. D'ailleurs, les pays qui sont listés ici, c'est une partie de ce qu'on appelle en Europe les frugaux. J'aime bien les frugaux, moi. J'aime pas les dépensiers, j'aime bien les frugaux, ceux qui gèrent au plus près de leur conscience, comme la Suède, la Hollande, c'est des pays que je trouve intelligents, la Norvège. Actuellement, il y a une autre période avec le Covid et puis l'Ukraine, mais c'est clair que ces pays-là sont au niveau de la Suisse, triple A, et au niveau du canton de Vaud.
Au niveau de la Suisse, il ne reste plus beaucoup de cantons suisses. Il reste Argovie, Schwyz et Zurich, qui sont triple A, et le canton de Vaud. Et nous, humblement, notre canton, il a un triple A vraiment solide, très solide. Il nous permet de voir venir, on a quasi plus de dettes, on a de la liquidité à peu près à hauteur de 2 à 3 milliards à peu près, puisque les gens acceptent de payer l'impôt. On avance, et s'ils payent l'impôt en avance, ça s'appelle le consentement à l'impôt, parce qu'ils savent qu'en contre-prestation, eh bien, ils ont un EMS pour la grand-maman qui est efficace, ils ont un hôpital, ils ont des routes, ils ont des écoles de qualité, ainsi de suite. Et donc, Standard & Poor's, qui nous rate tous les 6 mois, le prochain exercice, c'est le mois de mai prochain, avec une note qui sort généralement à mi-juin. Je présume, on ne va pas prévaloir de quoi que ce soit, puisque c'est eux qui nous donnent la note, on ne va pas casser le thermomètre. On devrait rester dans ce standard-là d'un triple A très solide, voire consolidé. Jamais rien n'est acquis en matière de notes aussi, c'est comme le permis de conduire, on nous le prête. Identique en matière de finances publiques, il faut être vigilant. Ça, c'est l'analyse qui a été faite par Standard & Poor's de la pertinence de notre note. Donc cette reconquête qui a été relevée par Standard & Poor's, on a pu lire les exercices. Il y a quelques années, quand M. Hollande en France et M. Obama ont eu d'un triple A, ils ne sont plus triple A aujourd'hui, ils sont double A, tendance négative, voire même ils pourraient passer même encore en dessous, la France. Eh bien, quand Standard & Poor's, Fitch ou Moody's leur a donné leur note, les deux présidents ont dit « c'est scandaleux, on les paye et ils se foutent de nous ». Mais attendez, la note, c'est pour vous, je reviens au médecin. Quand votre médecin vous dit « vous avez de l'embonpoint, un peu de diabète ou je ne sais pas quoi, il faut vous améliorer », c'est déjà pour vous, ce n'est pas pour les autres. Ça ne sert à rien de casser le thermomètre et de dire que Standard & Poor's sont des abrutis. S'ils vous disent que votre tendance va dans le mauvais sens, il faut en prendre, non pas ombrage, il faut accepter le verdict et travailler pour remonter la pente. Et la pente, c'est ça. C'est qu'on va remonter la pente, on va avoir une ligne de flottaison. Alors je sais que certains disent que je suis très avare avec les budgets. Je ne donne aucune compétence au Parlement. Ils ont un budget qui est ric-rac, qui est solide, construit. Pourquoi ? Parce qu'ils dépensent sans compter. Ils pourront aussi baisser les impôts, mais là aussi, ils n'arrivent pas non plus. Alors, c'est pour ça que le gouvernement fait de la politique. Donc on a souvent une ligne de flottaison budgétaire équilibrée et des comptes plutôt positifs. C'est le cas depuis quelques années. Je présume que les comptes 2021 seront bons, et puis je pense aussi que les comptes 2022, ça devrait aller, s'il n'y en a pas une guerre qui s'enlise en Ukraine. Si on a pu faire ce travail, et c'est là où la dette est un véritable poison. Vous savez, les dettes, on les paye toujours. Il y a encore aujourd'hui des emprunts de série emprunts russes et japonaises de 1917 qui se remboursent encore. Vous pouvez googliser, vous verrez, il y a des séries qui sont encore ouvertes. Alors certes, le papier se négocie à moins d'1 centime, mais en même temps, il y a une créance. On est toujours redevable. Quand vous empruntez 100 francs à votre voisin, vous lui devez quelque chose. Même logique pour un État. La dette est un poison si c'est elle qui vous finance durablement vos prestations courantes. Et ça, c'est le travail d'un gouvernement, appuyé par un Parlement, par un collectif, vous, le peuple vaudois. Et donc, on a assigné nos finances sur la durée, ça donne ce résultat-là. Si on n'avait rien fait, on aurait le dérapage à la grecque. On serait à peu près 12-13 milliards, c'est le cas de Genève aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on a, comme je vous l'ai dit, 2-3 milliards de côté en trésorerie, qui ne nous appartiennent pas. C'est de l'avance de trésorerie qui appartiennent aux contribuables, qui payent quasi 1,5 milliard avant l'échéance de l'année suivante. C'est assez génial quand même. C'est incroyable de voir que les contribuables ont confiance dans l'État, ils payent leur année à l'avance. 1,5 milliard en avance, c'est incroyable. Le canton de Vaud maintenant. Un bref focus, je m'arrête sur 2 chiffres sur cette planche que je trouve intéressant parce qu'on a de la mémoire très courte. On dit que la mémoire politique, c'est 2 mois. Alors, on se rappelle de trucs. Quand vous posez la question à la génération des gens de 80 ans et plus, vous leur dites, on est combien en Suisse ? Ils vous disent à peu près 3-4 millions. Posez-leur la question. Quand vous posez la question à des gens un peu plus jeunes, ils sont aux alentours de 6-7. Personne ne vous dira le chiffre de 8,6 milliards que compte la Suisse. 8 millions suisses, pardon. Au niveau du canton de Vaud, les gens sont à peu près à 700 000 habitants. Nous sommes, à l'heure où je vous parle aujourd'hui, 823 000 habitants. Depuis que j'ai commencé au Conseil d'État, entre mon arrivée au Conseil d'État et aujourd'hui, le canton de Vaud a engrangé 33% de personnes en plus.
200 000 habitants en plus en 20 ans. Une moyenne d'environ 10 000 par année. Ça s'est fait assez naturellement, sans grande tension. Et puis en même temps, on a moins de chômage, on a plutôt des gens assez heureux qui s'épanouissent, qui ont des perspectives, une croissance de leur salaire effectif. Donc on a un collectif qui globalement se passe assez bien. Rappelez-vous ce chiffre, en 20 ans, 1/3 d'habitants en plus, qu'on a pu intégrer. C'est beaucoup des gens qui viennent de l'Europe, qui viennent d'autres cantons. Et on a une politique d'intégration qui est incroyable. Et ça s'est fait assez naturellement. D'ailleurs, cette solidarité qu'on retrouve aujourd'hui avec la question ukrainienne, eh bien, elle s'est faite durant 20 ans au niveau du canton. Et ça, c'est un point qui est important. Donc, un canton prospère, qui s'est projeté. Premier résumé ici, on a des perspectives. On peut aujourd'hui commencer à investir. Alors, investir pourquoi ? Et comment ? Tout d'abord, il a fallu augmenter le pouvoir d'achat autant bien de l'entrepreneur que de la personne physique que vous êtes. Alors ici, je vais très rapidement, ces chiffres, vous les aurez, juste rappeler que nous avons baissé les impôts, il n'y a eu aucune augmentation en 20 ans. Que nous avons aussi décidé d'une multitude de décisions. Si je fais un zoom de ces 10 dernières années en matière de personnes physiques fiscales, c'est plus d'1 milliard de baisses fiscales qui ont été engrangées par les personnes physiques au niveau du canton. Plus d'1 milliard. Si je prends la même chose pour les personnes morales maintenant, pour les personnes morales, c'est 300 millions de baisses avec la réforme RIE3. Au bout de 10 ans, c'est 3 milliards. Nous avons été les premiers en Suisse à l'introduire en 2019. Et puis c'est bizarre, je perds moins que ce qui était prévu. Pourquoi ? Parce que vous rentrez dans un modèle qu'on appelle le cercle vertueux. Si vous baissez les impôts, cet argent ne disparaît pas. Si les gens le thésaurisent, ils payeront l'impôt sur la fortune. S'ils le dépensent, ils payent la TVA. Mais s'ils le dépensent, ils retournent dans l'économie. C'est pour ça que j'aime bien la valeur locative, parce qu'en même temps, au niveau de la valeur locative, en matière de fiscalité, c'est que les gens investissent beaucoup pour entretenir leurs biens. Et quand ils entretiennent leurs biens, ils donnent du boulot à l'artisan. Et ça, c'est le travail qu'on a fait. J'espère qu'on ne supprimera pas cette valeur locative, elle amène une plus-value. Revenons à cette planche ici. Donc, personnes physiques, plus d'1 milliard sur 10 ans. Entreprise, à peu près 300 millions de baisses effectives. Quand vous faites un récapitulatif de ce qu'a été la réforme Entreprise 3, votée à 2 reprises par le peuple vaudois, une fois à 87,12% de oui, c'est incroyable. Puis une deuxième fois, dans le cadre du référendum fédéral, où il y a eu 3 cantons suisses qui l'ont voté, dans le canton de Vaud. Le récapitulatif de ce que nous avons fait au niveau du canton de Vaud, de par la bonne harmonie gouvernementale, alors à l'extérieur, parce qu'au sein du collège, je ne vous cache pas que c'est assez vif, parce que chacun défend son territoire et chacun vient avec ses propres idées en matière politique. Mais au final, quand on a la synthèse, eh bien, ça donne ce qui se passe ici. Augmentation d'un côté des prestations publiques, financées en partie par l'économie, je pense aux allocations familiales qui donnent du pouvoir d'achat, donc plus d'argent dans les mains des gens, dépenses, ça tourne dans cette notion du cercle vertueux, et de l'autre côté, baisse fiscale, l'entrepreneur plus d'argent pour investir dans son outil de production et donc redonner une dynamique positive au niveau de sa propre logique. C'est tellement petit ici, c'est l'épreuve du milliard pour les personnes physiques et puis des 400 millions récurrents pour les entreprises au niveau du canton et des communes. Tout ça, c'est l'évolution aussi des charges qui ont été décidées. Je vais me focaliser sur une seule dépense, c'est celle de l'assurance maladie. Nous avons pris un modèle parce qu'on sait qu'aujourd'hui, dans le ménage courant d'une famille, l'assurance maladie pose de gros problèmes parce qu'on a une croissance. Elle est due principalement à notre modèle de dépenses qui touche à la prise en charge, et on peut en être que très fier, de nos personnes vieillissantes. Et aujourd'hui, ceux qui consomment beaucoup, c'est les gens de 65 ans et plus. C'est normal, parce qu'on change une hanche qui est facile à changer, on améliore le confort. Même en fin de vie, à 90 ans, les gens peuvent accéder à l'hôpital et avoir une intervention lourde en matière sanitaire. C'est aussi un rouage économique. Et donc, il fallait réfléchir au poids de l'assurance maladie dans le ménage des personnes. Donc, la RIE3 vaudoise a permis, et ça c'est aussi le travail d'un collège, de travailler, de tendre la main à l'autre pour trouver un modèle. Le fait d'avoir amélioré le sort du coût de l'assurance maladie a fait que les gens peuvent se consacrer un peu mieux à d'autres prestations que l'assurance maladie. Et donc l'État vient en appui ici, avec les communes, pour alléger la facture. Bref rappel du canton pour parler un peu de construction, puis après j'arriverai à la conclusion. Alors, c'est vrai qu'en l'espace de 50 ans, 70, 2020, le canton va engranger
300 000 habitants en plus, donc il va avoir une croissance de 60%. 1970, c'est hier. Je vous l'ai dit, 2020, on va avoir 200 000 habitants en plus, c'est-à-dire un tiers de plus. Donc une grosse accélération. Quel est l'avantage de cette accélération-là? Tout d'abord, c'est des modifications de comportement, concentration dans le tissu urbain. On voit également aussi ici qu'il y a une composante qui change, c'est la cellule familiale, comment les gens se comportent. Un mariage sur deux se termine en divorce, des familles recomposées, monoparentales, ça modifie beaucoup. La pyramide des âges, la chance que nous avons, nous, le canton de Vaud, nous sommes un des cantons les plus jeunes de Suisse. Et ça, c'est aussi important. Ça veut dire que ceux qui travaillent au milieu peuvent soutenir leurs enfants en formation et puis aussi s'occuper de ce qu'on appelle la solidarité non usurpée, de ceux qui vieillissent, par un soutien étatique. Et ça, aujourd'hui, on a une qualité de vie importante. On fait beaucoup de centenaires dans le canton, environ 300 par année, qui sont plutôt en très bonne forme. La douaine de Suisse a 110 ans. Ceux qui l'ont vu à la télévision, je la trouve assez remarquable. Sa tête, elle a son périmètre. Sa mobilité est fortement réduite, mais elle est quand même là, puis elle vit avec le collectif. Puis son fils, qui s'est exprimé au téléjournal, disait « J'ai plus de 80 ans, je vais arriver à 80 ans, ma mère est là, puis lui était en pleine forme aussi, je lui souhaite peut-être d'arriver à 120 ans. » Revenons à notre pyramide des âges. Donc quand vous êtes un gouvernement, que vous avez le service statistique en vos mains, vous devez encourager la croissance et non pas la décroissance. Je l'ai connu à titre personnel au niveau de mon village de Sainte-Croix, qui était un village, qui était une micro-ville au début du XXe siècle, 4e ville du canton, avec des grosses usines. Et puis après, on a eu les années 70, premier choc pétrolier, ensuite après une notion de décroissance. Le village a passé de 8000 âmes à 4000. Ça vous donne quand même beaucoup de problèmes sur la table. Alors pour ceux qui veulent parler de décroissance, la cohabitation entre les jeunes et les vieux, c'est très compliqué. Quand vous avez 20 ans et que les volets se ferment, les magasins quittent une localité, c'est compliqué. Alors ceux qui veulent parler de décroissance, franchement, ça ne fonctionne pas. Les tensions entre les gens, elles sont terrifiantes. On vit quasi avec 5 générations qui cohabitent. Entre un jeune de 20 ans et une personne centenaire, c'est une cohabitation qui doit se faire en harmonie. Et donc on doit trouver dans un espace politique cette harmonie-là. C'est ce que j'ai amené aussi comme expérience au niveau d'un gouvernement, donc une période difficile en matière financière, puis également aussi l'expérience que j'ai dans mon village, où j'habite aujourd'hui, Sainte-Croix, cette notion de décroissance qui a été endiguée, puisque la décroissance, on l'a stabilisée et on est reparti. Maintenant, on a environ 5000 habitants, donc on regagne de nouveau, en quelque sorte, une nouvelle destinée. Le canton, je l'ai dit, c'est également, en 20 ans, une intégration. On est très fiers. On vit sur le continent européen, on le sera, je pense, en tout cas pas dans les 30 prochaines années, membre de l'Europe. Je pense que ce serait même une erreur stratégique. On travaille avec le volet des bilatérales, mais en même temps, on a su intégrer une communauté très forte. Rivalité entre Portugais ou Français. En 21, c'est les Français qui sont repassés devant les Portugais, mais deux grosses communautés qui font plus du 20% de la composante étrangère, et c'est des gens qui vivent totalement en harmonie au niveau du canton. Et c'est eux qui font aussi notre canton, qui font cette prospérité incroyable, qui sont créateurs d'emplois, qui créent des perspectives, qui partent, qui reviennent, et qui donnent cette notion de xénophilie au niveau de ce canton, ouvert sur le reste du monde, et j'espère durablement. La formation, toujours en croissance, c'est eux qui sont notre avenir. Quand vous regardez ici, entre 70 et 2020, les élèves de 6 à 12 ans, progression. Les apprentis, progression. Les questions qui touchent aux hautes écoles, progression. Et là aussi, le fait d'avoir un tissu de hautes écoles fait que quand vous rentrez dans un cercle vertueux, des gamins sont formés. Ensuite, ils vont à l'université. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Trouver du job. S'ils trouvent du job, puis qu'ils créent avec des collègues une entreprise, généralement, elle reste au même endroit que la formation. Et donc ça, c'est la dynamique positive au niveau du canton. Identique au niveau de l'environnement, de l'énergie, on investit beaucoup. L'emploi, pour vous rassurer, pas que vous repartiez ce soir en disant « mais tous ces étrangers mangent notre pain ». Non, tout d'abord, ils sont intégrés. Qu'ensuite, on a créé plus d'emplois
que de chômage, qu'en même temps, on a créé une dynamique positive dans le domaine du taux de propriétaire. Ce n'est pas suffisant à mon goût. Plus de 30% de gens qui sont propriétaires. Il faudrait peut-être faire aussi un effort. Ça permet aussi de répartir les risques. Et puis, peut-être, c'est la question du mitage du territoire de notre canton. Beaucoup de maisons individuelles, peut-être réfléchir à d'autres modèles, surtout en lien avec le vieillissement de notre population. Ça, c'est les projets. Vous connaissez ce graphique, je trouve toujours amusant. Si vous voulez un projet rapide, pas cher, il sera laid. Si vous voulez un projet rapide de bonne qualité, ça sera cher. Puis si vous voulez un projet de bonne qualité, pas cher, ça sera très lent. Alors ça, c'est au niveau du canton. Dernière série de slides pour dire qu'est-ce qu'on doit faire. Le canton, il faut savoir rebondir. À l'époque, on voulait faire un aéroport. On était en rivalité avec le canton voisin qui était Genève. On a oublié cet aéroport. On en a fait de l'EPUL, l'EPFL. Une des plus grandes universités de recherche européenne, couplé à l'université, couplé au HES, couplé à nos écoles professionnelles, vous avez une force de frappe incroyable. Et c'est pour ça qu'il faut que le canton reste ouvert et attentif. Ici, vous avez deux perspectives. Celle de hier, où on disait on veut faire un aéroport, concurrencé qu'un train. Et de l'autre côté, vous avez le site de l'EPFL et de l'université, qui est un fleuron incroyable, où on crée des dynamiques très positives. Ensuite, de cette dynamique, après, vous pouvez commencer à réfléchir à comment vous voulez vous positionner. Si je reviens à l'État maintenant, l'État, depuis de nombreuses années, souhaite plutôt être propriétaire que locataire. Et donc, là, on commence à racheter des endroits où on est situé, vendre ce qui ne sert à rien. Et donc, commencer à se positionner. L'achat de biens au niveau du canton, c'est une des tâches que j'ai essayé d'expliquer aussi à mes collègues. C'est beaucoup plus simple d'être propriétaire, de pouvoir travailler sur son propre bâtiment que d'être locataire, parce qu'on est soumis aux contraintes du marché, voire même de l'emprunt. Et ça a permis au canton de trouver aussi une aisance. Quand un objet n'est plus utile, je m'adresse à la ville de Lausanne, pourquoi garder autant de cafés, de locatifs et de je ne sais pas quoi? Non, tout ce qui n'est pas utile à la mission d'un État, il faut vendre des objets. C'est ce qu'a fait le canton. Les cures, les arsenaux, les objets, les cafés. Pourquoi? Parce que ça vous donne une aisance pour pouvoir investir sur votre core business. Les principales missions d'un État, c'est la formation, c'est la justice, c'est ce qui touche à la santé, c'est ses missions, c'est son core business. Ce n'est pas d'être propriétaire, parce que d'être propriétaire sur un bien, après il faut le rentabiliser, et c'est là que souvent vous avez des grosses tensions qui peuvent venir. Le canton a entretenu son patrimoine, on a reconstruit, le Parlement qui avait brûlé, financé sans aucun dépassement. En 2017, on l'inaugure. Ensuite, le château Saint-Mère, une année plus tard. On voulait commencer par le Parlement, parce que c'est le premier pouvoir, suivi du château. Ensuite, on peut venir en appui au niveau des communes. Les objets comme la tour de l'Abeille ou l'abbatiale de Payerne, le canton est venu en appui sur du patrimoine. Des chantiers permanents, comme notre catet, qui est emblématique au niveau du canton. Le théâtre Romain d'Avanches, ça sera l'épicentre de l'aspect archéologique. C'est quand même la capitale des Helvètes. Et là, on va débloquer 45 millions qui sont financés, l'argent est de côté. Ensuite, des édifices où on peut venir en appui entre le privé et le public. C'est une nouvelle loi sur le patrimoine immobilier. Et c'est là où c'est intéressant. Quand vous avez, comme j'ai eu cette chance, comme on m'a prêté un poste pendant 20 ans, vous avez le temps de voir qu'est-ce qui se passe avec une loi. On dit qu'une loi qui est votée, c'est qu'un bout de papier depuis l'Antiquité. Généralement, on doit s'y plier. Et généralement, un homme politique ou une femme politique ne va pas voir les méfaits ou les bienfaits d'une loi. Quand vous avez 20 ans derrière vous, vous voyez globalement qu'est-ce qui s'est passé. Loi sur les finances, qu'est-ce qu'elle a amené comme plus au niveau du canton. Loi sur les participations en matière de suivi, en matière de sanctions, en matière de perspectives. Identique sur le patrimoine, quand vous commencez à construire, que vous lancez des projets d'archéologie et autres, vous commencez à avoir une politique qui s'inscrit sur la durée et qui commence à porter ses résultats. J'ai volontairement pris cette planche sur l'archéologie parce que, comme je l'ai dit, c'est important de savoir d'où on vient, savoir où on est aujourd'hui et comment se projeter, et la question archéologique. Si je n'avais pas été financier, je pense que j'aurais été soit architecte, c'est dans les perspectives que je m'étais fixé à l'époque, ou alors archéologue, parce que je pense que l'archéologie, elle nous permet de comprendre la société. On dit que les pierres, que l'emprise au sol, la marque d'un territoire donné, donne
quelques informations, pourquoi les gens se sont arrêtés là et dans quel but ils se sont arrêtés là. Et de cette logique-là, c'est une projection qu'on peut avoir pour un canton comme le nôtre. Le canton de Vaud est exemplaire en matière de construction, puisqu'on lance des concours. Beaucoup de concours qui permettent justement d'utiliser le savoir-faire de nos autres écoles et qui permettent aussi de mettre en résonance plusieurs projets, puis au final d'en choisir un. Plus de 45 concours en l'espace de 10 ans au niveau du canton, c'est énorme. Hein. On est un des seuls cantons qui avons autant de projets sur la table. Nous avons aujourd'hui plus de 3 milliards votés par le Parlement, qu'on n'arrive pas à dépenser. Parce que opposition, référendum, objection, beaucoup de projets sont beaucoup plus discutés que par le passé. Donc voilà, ça c'est un des problèmes qu'on aura ces prochaines années. Même pour les constructions qui concernent, par exemple, des écoles. Sur Aigle, on veut construire un gymnase. Alors je crois que je vais avoir la totale ici. Hein. Pour la démolition, opposition. Coupage des arbres, opposition. Projet architectural, opposition. Mobilité, opposition. Je crois que je peux pas faire plus. Et on construit un gymnase. Et sur les oppositions, sur Aigle, c'est hallucinant. On devrait plutôt être fiers de préparer la relève pour nos enfants. Non, on me dit qu'à 17h précise, le futur gymnase doit se fermer, que les lumières doivent être éteintes, parce que ça dérange, et qu'il ne doit plus avoir de bruit dans la salle de gym. C'est hallucinant. Heureux pays. C'est nos oppositions que nous avons aujourd'hui quand il faut construire, assainir. Voilà un panel ici de ce que l'État a mis sur la table. Si on s'arrête uniquement sur ce bâtiment circulaire qui est incroyable, qui a été fait entre le privé et le public, qui a été monté dans mon département intégralement, c'est le Vortex qui a accueilli le village olympique. C'est un truc assez génial. On a réussi à modéliser entre les financiers, les constructeurs et puis les financeurs, quelque chose d'assez intelligent. Il y a eu beaucoup de tension sur cet objet pour arriver à ce qu'il est aujourd'hui. Parce que ceux qui devaient payer ne voulaient pas payer, ceux qui allaient mettre les étudiants voulaient payer les loyers les plus bas possibles, la caisse de pension qui allait prêter voulait un taux le plus haut possible. Il fallait trouver un chemin le plus rapidement possible pour que le village soit effectif pour les Jeux olympiques de la jeunesse. On y arrivait. Ça montre que dans ce coin de terre, quand les gens veulent, ça montre qu'on peut y arriver. Quand il y a tout d'un coup une conjonction de partenaires autour d'une table, on peut y arriver. Ces différents projets qui sont listés ici sont emblématiques, qui deviennent des objets emblématiques en matière d'architecture, de positionnement du canton. Certes, beaucoup de béton, mais on construit de plus en plus en bois. Aigle et Châlons seront en bois. Tribunal cantonal, extension en bois. Extension en ville de Lausanne sur élévation aussi en bois. Donc on travaille sur du bois et du bois vaudois. Voilà, c'est ma conclusion maintenant. Alors, quelques perspectives alors. J'ai vécu 20 années de bonheur, je vous le dis clairement. De doutes, parce qu'il y a des doutes permanents, de tensions, de problèmes, de moments où c'était compliqué de se dire est-ce que vraiment j'ai envie de monter au château ? Oui, j'avais envie de monter au château. Oui, pour me battre pour une cause. Vous connaissez les valeurs que je défends, de solidarité, de liberté, de responsabilité. Conjugué, ça donne l'état d'esprit d'un canton. Donc 20 années qui se sont passées très rapidement. Hein. C'est vrai qu'en 20 ans, un tiers de plus d'habitants, 200 000 habitants de plus. Maintenant, il me reste 3 mois et quelques. Entre aujourd'hui et le 30 juin, je dois préparer avec les hauts commis de l'État le budget 2023. Pourquoi c'est encore moi qui vais le préparer avec la composante actuelle du gouvernement ? Parce qu'à partir du 1er juillet, mes collègues nouvellement élus devront préparer le programme de législature, qui est un fil rouge. Et ce programme devra sortir entre le 1er juillet et le 31 octobre. 4 mois seulement. 6 ans, un budget qui est mal emmanché, parce qu'il doit faire le budget plus la planification financière qui sera votée pour 2023-2028, en plus du budget 23. Et donc, s'ils veulent se concentrer, comme ils seront, et c'est normal, un peu fatigués après les élections, qui vont se répartir les départements, je pense qu'il est sain qu'on puisse mettre en place le budget d'investissement et de fonctionnement, au moins dans sa première strate, celle qui est déjà à 90% consolidée. Deuxième objet, c'est de finir 2-3 chantiers. Ça, c'est pas très grave. On m'a prêté comme quoi je voulais finir Plateforme 10, mais Plateforme 10, c'est fini. On va inaugurer au mois de juin prochain le volet culturel. La construction, elle est effective. Donc, il y a 2-3 autres objets qui doivent se terminer ou être lancés. J'aimerais bien trouver le chemin pour Aigle d'ici au mois de juin prochain pour que nos enfants dans cette région puissent trouver une destinée. Ensuite, il y a un projet qui vous intéresse, c'est le projet Globe.
Alors c'est vrai que Globe, OCDE, c'est le fameux taux à 15%. Alors ça, c'est un truc qui doit se mettre en œuvre assez rapidement, qui est compliqué, parce que nous sommes sous la contrainte de temps, et comme la Suisse est fédéraliste, et que l'impôt se prélève par les cantons pour la Confédération et les communes, c'est des impôts additionnels. À l'étranger, ce n'est pas comme ça, c'est un taux unique. Hein. L'État jacobin qu'est la France, c'est un taux qui est prélevé par Bercy, au nom du peuple français. Nous prélevons l'impôt au nom du peuple suisse, du peuple vaudois et d'autonomie communale. Et donc c'est clair que ce projet à 15%, le calendrier est le suivant. Donc 20 avril, retour de consultation. Donc là c'est étanche, je suis quasi 2 jours par semaine sur Berne. Hein. Et puis le service des impôts, des finances doivent réfléchir à la péréquation, les impôts, réfléchir à la pratique de ce dossier. Donc 20 avril, retour de consultation. Ensuite, discussion début mai, projet pour les chambres fédérales mi-juin, fin juin ou plus tard, travail parlementaire fédéral deuxième semestre 2022, vote populaire premier semestre 2023. Effet rétroactif au 1er janvier 2023, période transitoire 23, le peuple vote sur un projet qui trouve ses quartiers au 1er janvier 2024. C'est ultra ambitieux. Et dans ce projet, le problème qu'on a, c'est que, vous le savez comme moi, quand il y a un décès dans une famille, dans une ligne descendante, qu'il n'y a pas d'argent, il y a beaucoup de tristesse, mais ça s'arrête là. S'il y a de l'argent qui dégouline sur les enfants, puis que les enfants ne se parlent pas bien, la guerre est totale, elle est ouverte. C'est la même logique avec ce projet. Il y aura plus d'argent qui a un impact sur la péréquation entre les cantons. Il y a 8 cantons, 7 plus nous, parce que nous on est des fois riches, des fois pauvres. Aujourd'hui on est plutôt pauvres, demain plutôt riches. Donc 7 à 8 cantons, donc 19 qui vont toucher de l'argent. Ces 19-là veulent avoir plus d'argent puisque le taux va passer d'une moyenne suisse 14% à 15% au minimum. Et donc ils veulent se partager une partie du plus. Le plus, on ne le connaît pas encore. On le connaîtra, vous le savez très bien, quand on dépose une déclaration d'impôt. Elle se dépose en 23, 24 pour 23, et puis les impôts la contrôlent en 25-26. On le saura seulement en 25-26, ce qu'il y a comme disponible en matière de fiscalité. Et c'est clair qu'aujourd'hui, on voudrait déjà se partager entre 1 et 2 milliards. Et puis pour rester concurrentiel, on ne sait pas non plus comment faire, puisqu'on ne pourra pas aider les entreprises qui payeront plus, donc il faut trouver un chemin. Voilà, c'est les 3 projets qui me restent à finaliser avec mes collègues, qui sont importants, qui doivent être toi. Ce n'est pas que je l'ai envie de les faire, c'est que d'ici au mois de juin, Globe devra être stabilisé par le Conseil fédéral, par les 26 cantons, pour être ensuite débattu par les chambres durant le deuxième semestre et voté par le peuple suisse, en principe l'année prochaine, pour respecter ce que nous souhaitons faire à l'échelle internationale. Et puis sur le volet qui concerne le budget, ça c'est le business today. Voilà, j'en ai terminé. Donc 20 années vraiment de plaisir, incroyable, des outils qui existent, qui sont utiles pour les suivants, puisque comme on nous prête une fonction, eh bien quelqu'un va reprendre cette fonction et pourra travailler sur des lois qui ont été voulues par les constituants, déclinées par le Parlement, qui s'appelle loi sur les finances, participation, Cour des comptes et puis subvention. Voilà, j'en ai terminé, je vous repasse la parole, Monsieur le Président. Je crois que c'était effectivement une conférence très passionnante. Moi, si je me remémore où j'étais il y a 20 ans, j'avais pas encore la sensibilité financière que j'ai aujourd'hui. Et c'est vraiment très très impressionnant en fait votre parcours professionnel. Je vous remercie infiniment d'avoir d'une certaine manière, vous et vos équipes, remonté et redressé le canton pour qu'il soit sain et prospère pour ma génération. Et j'espère que ma génération fera aussi cet effort-là pour les années à venir. On avait prévu une partie questions. On a des micros qui tournent dans la salle. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, Niels, juste attendre le micro, comment on s'est enregistré. Voilà, bonsoir, merci. Merci aussi pour le travail des 20 ans. Moi, j'ai une petite question un peu provocative. Je pense que point de vue âge, ça va être rapproché. Moi, j'ai grandi petit avec des communes riches
un canton pauvre. Et puis aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir des communes pauvres, un canton riche. Donc je me dis, où est-ce qu'on a gagné ? Et puis c'est vrai que quand on regarde notre fiche d'impôt, on a toujours un impôt communal, un impôt cantonal, puis aussi l'impôt fédéral. Finalement, c'est ces trois institutions qui travaillent pour nous. Et puis quand je discute avec la commune, on me dit oui, mais nous on encaisse beaucoup d'impôts, mais on n'a que ça de libre, tout le reste est pris. Alors voilà, je pense que c'est un sujet assez classique, mais peut-être sur cet équilibre canton-commune, si vous avez quelques remarques. Volontiers, très volontiers. Tout d'abord, je l'ai dit, les finances ont été assainies par des plans, non pas d'austérité, mais de compression de charges et de maîtrise des dépenses, parce que la maîtrise des dépenses permet de ne pas dépenser quelque chose. Ensuite, par le contribuable, parce qu'on aurait pu aussi baisser plus fortement les impôts. Aujourd'hui, dans la composante fiscale, le canton de Vaud est pas trop mal dans pas mal d'impôts. Parce que ce que j'ai encore lu dernièrement, ce que le Parlement vient de voter, il ne faut jamais se vanter en fiscalité. Il faut dire qu'il y a une loi, puis voilà. On vient de mettre en place 2 grosses réformes. La première, c'est pour le 2e et 3e pilier, avec une baisse de 40%, qui a été votée par le Parlement, qui est effective depuis le 1er janvier 2022. Et puis la deuxième, c'est l'outil de travail. 65% de baisse fiscale, d'exercice à exercice, à peu près, suivant les profils de titres non cotés. Donc ça, il faut faire les choses, il faut qu'on puisse pratiquer l'impôt. Il y a d'autres impôts qui posent problème aujourd'hui, c'est l'impôt sur la fortune, parce qu'il y a peu de rendement, suivant le profil de la fiscalité, fortune immobilière ou fortune mobilière, c'est des choses que nous devrons entreprendre. Le Parlement est en train de débattre avec des textes qui ont été déposés par 2 députés, Mme Grosse, M. Berthoud. Je vais essayer d'apporter aussi une réponse, puisque j'ai 3 mois pour répondre à leurs 2 préoccupations. Revenons maintenant à votre question. Donc, au niveau du canton, tout le monde y a participé. Maintenant, alors je vous le dis clairement, c'est un mythe. Vous allez voir les finances de la commune de Lausanne dans quelques jours, son résultat, dans le conseil communal. Ils sont plutôt bons. Le problème de la ville de Lausanne, si le canton, durant 20 ans, a pu rembourser 8 à 9 milliards de dettes, puis mis 2 milliards de côté, pourquoi la ville n'a pas un franc de côté ? Je ne sais pas. Pourquoi la ville continue à sponsoriser des poubelles ? Ce n'est pas une critique, je dis simplement que moi, je n'ai pas envie de sponsoriser des poubelles pour changer la couleur. Ça s'appelle un gaspillage climatique. La liste, elle est longue. Ce n'est pas ça ce que je veux dire comme critique. Au niveau des communes aujourd'hui, il faut regarder globalement ce qui se passe au niveau des communes. Et ça, c'est un point qui est crucial, puisque les communes qui n'ont pas de dette, qui ont une très bonne gestion financière, et puis qui contribuent, parce qu'il y a une solidarité qui doit se faire d'une façon horizontale, qui s'appelle la péréquation entre les communes. Alors c'est vrai qu'il y a un déséquilibre. Le déséquilibre est une des grosses tensions que nous avons aujourd'hui. C'est celle qui a été voulue dans le cadre de la réforme Entreprise 3, volet péréquation. Il y a des communes qui ont gagné jusqu'à 10 à 12 millions, chiffres à la clé. Je réponds au Parlement, texte Berthoud, vous pouvez le lire, c'est Lausanne. C'était normal, puisque Lausanne est notre capitale cantonale, c'est notre chef-lieu, elle assume pleinement sa responsabilité, par exemple sur le volet culturel. Mais revenons à la pyramide des âges. Tout d'abord, ce qui irrite beaucoup les communes, vous l'avez dit, c'est le peu de volant de manœuvre qu'il y a. Et c'est vrai qu'en 20 ans, il s'est passé quand même quelque chose. Si on n'avait pas eu cette dynamique d'arrivée au niveau du canton, on aurait aujourd'hui un total déséquilibre. Cette pyramide ne serait pas comme celle qu'on a ici projetée en 2020. Elle serait encore beaucoup plus large sur la partie vieillissante. C'est celle qui consomme aujourd'hui, et on peut en être fier puisqu'on peut l'assumer. Dans la facture sociale, qu'est-ce que vous avez dans la facture sociale ? Vous avez l'assurance maladie, mais vous avez pour à peu près 700 à 800 millions de coûts qui concernent les EMS, 6 à 7 000 lits au niveau du canton, et c'est pour qui ? C'est pour nos parents vieillissants. La moyenne d'âge dans les EMS, c'est 86 ans. La durée de séjour, 2 ans et demi. Le coût, 150 000 francs par année. 87% des gens sont intégralement financés par la Confédération, le canton et les communes. Et principalement le canton et les communes, 2 tiers, 1 tiers aujourd'hui, depuis 2016, répartition de la facture sociale. Cette dignité, elle passe par cette croissance. On peut la financer au niveau des impôts. D'ailleurs, les tensions que nous avons, autant bien au niveau du canton qu'une commune pour augmenter ou baisser ses impôts, elle est saine. Ça s'appelle le consentement à l'impôt. On peut se poser des questions de savoir si on peut emprunter, s'il faut ou pas, si on peut voir différemment. Aujourd'hui, il y a un malaise, je vous le dis, vous avez raison, c'est que nous devons impérativement revoir la péréquation entre les communes entre elles. Aujourd'hui, les communes plutôt aisées payent trop, je vous le dis honnêtement. Le modèle qu'on a mis en place, il est quasi
sans cliquet. Ça ne s'arrête jamais. Il faut aujourd'hui trouver le moyen de limiter la ponction vis-à-vis de la solidarité intercommunale pour que la commune puisse continuer à engranger un peu d'argent. Je vous le dis honnêtement, il y a eu des corrections, mais on devra en faire un peu plus. Ces corrections qui ont été amenées, elles ont juste amélioré un peu le sort. Il y a des communes qui allaient donner plus que ce qu'elles allaient toucher, avec des contribuables qui payaient beaucoup. Ça montre bien qu'il y a un problème dans cette péréquation. Et donc aujourd'hui, les 300 communes et quelques au niveau du canton doivent se mettre autour de la table pour elles-mêmes trouver un modèle qui permettra d'avoir une solidarité horizontale assez correcte. Et pour revenir aux communes, quand j'étais jeune député en 1990, 32 ans, il n'y avait pas de péréquation entre les communes. Il y avait un fonds qui s'appelait le fonds des communes obérées. L'État met à disposition 1 million. C'est principalement toujours les mêmes qui touchaient l'argent. Il y avait il y a une ou deux communes. On disait à certaines communes, comme la mienne, Sainte-Croix, qui avait un taux très élevé à ce moment-là, on disait, mais elles gèrent mal leurs finances. On ne regardait pas la capacité contributive de la commune. On disait, mais c'est une mauvaise gestion. Ce qu'on ne voulait pas admettre, c'est que le poids d'impôt dans certaines communes était beaucoup plus fort qu'ailleurs. Et donc, on a progressivement mis en œuvre la péréquation, qui a bien joué jusqu'en 2016. Là, on a une modification qui était en lien avec la RIE3 vaudoise, où là, je pense qu'il y a un déséquilibre qui est né, où les communes à forte capacité contributive, je pense, donnent trop au fond. Et ça crée un très gros malaise, puisqu'on parle souvent de facture sociale. Mais la facture sociale, mesdames et messieurs, n'est que le reflet de notre consommation, de notre pyramide des âges. Elle est consommée principalement par un petit volume de personnes à l'aide sociale, environ 20 000, mais beaucoup par nos parents vieillissants, et puis sur les politiques publiques de cohésion. Et ça, c'est le lot pour garantir cette notion de solidarité intergénérationnelle liée à la pyramide des âges. Alors voilà, maintenant pour revenir à votre question précise, les communes ont aidé l'État. Depuis 2016, nous sommes revenus à 2 tiers, 1 tiers facture sociale. Depuis 2016, nous avons mis sur la table, chiffre à l'appui, mais on ne veut pas l'écouter, plus de 4 milliards de rééquilibrage ont été les communes. On va prochainement annoncer les comptes 2022-2021. L'État va continuer à honorer la promesse qu'il a faite de monter progressivement dans la feuille de route jusqu'en 2028. Peut-être qu'il pourra faire un chouïa de plus. Mais ce chouïa de plus, il faut qu'on réfléchisse à qui on le donne et comment on le donne. Alors voilà. Mais au niveau des communes, c'est ça qu'il y a un débat. On cherche toujours un bouc émissaire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les communes font leur part et la facture sociale n'est que le reflet de la dépense liée à la cohésion de ce canton. Alors voilà, mais je comprends votre question. Puis ce débat doit se faire et chacun a fait sa part. Maintenant, on doit aussi faire des baisses fiscales. Certaines sont programmées. Il y a une initiative qui a été déposée hier par les jeunes PLR au niveau du Grand Conseil pour l'assurance maladie. Personnellement, je la trouve intelligente parce qu'elle permet de redonner du pouvoir d'achat à ceux qui payent intégralement leurs primes. Elles sont élevées au niveau du canton. La prime moyenne, c'est 4 800 francs par personne. Donc c'est au moins d'arriver à la prime moyenne. Et puis pour les autres, on leur donne bientôt 900 millions par année pour ceux qui sont aidés à l'assurance maladie. C'est aussi dans la facture sociale, ça. C'est aussi une façon de garantir la solidarité. Et vous savez, créer de la richesse, c'est dans un espace où il y a la paix. Simple pensée pour l'Ukraine aujourd'hui, penser qu'ils pensent à créer de la richesse. Non, ils pensent à sauver leur peau et surtout à vivre. Et nous, on a eu cette chance depuis 20 ans d'avoir un espace où on crée de la richesse qu'on peut redonner dans cette notion de cohésion sociale. Alors voilà, je comprends votre question, on y travaille. Le prochain débat de ma collègue Luisier principalement, et de ses futurs collègues, ça sera, puisque c'est la seule élue au soir du premier tour, eh bien, c'est de travailler avec les communes à trouver la péréquation horizontale entre communes pour qu'il y ait une cohérence dans la solidarité. Aujourd'hui, elle est un peu déséquilibrée, cette solidarité. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question dans l'audience ? J'ai une rapide question. On avait un problème avec la dette à 8 milliards et puis le coût de l'intérêt. Maintenant, on a des excédents de liquidité de 2 milliards avec aussi un coût de l'intérêt, malheureusement. Comment le canton gère le coût de l'intérêt ? Est-ce qu'il y en a un ? Bien sûr. Bien sûr qu'il y a un coût, malheureusement. Mince. Ouais. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave s'il n'y a pas la planche. Bon. Au plus pire moment,
de la dette vaudoise, on payait 316 millions aux banques. Donc on payait 316 millions, c'était plus que la subvention à l'université, c'était plus que certaines dépenses, comme le département de l'économie de mon collègue Lebas. Ça veut dire que ça posait vraiment un gros problème. Vous avez ici les chiffres projetés. Donc cette dette, elle était vraiment un poison en tant que telle. Dans les finances du canton, elle posait déséquilibre, elle bouffait d'une façon outrancière le disponible. Là, vous n'avez même pas projeté, puisqu'il faut remonter encore avant 2002. On regarde ici, c'était déjà en 2004, c'est 246 millions. Mais au pire moment, on payait 316 millions aux banques. Et donc, ça, c'était le constat, le boulet, le fameux boulet qu'on traîne, le bon point qu'on a. Une des questions qu'on s'était posées, faut-il maigrir pour courir ou courir pour maigrir? Je pense qu'il faut maigrir pour courir. Parce que si vous courez pour maigrir, vous allez vous foutre en l'air vos articulations. Même logique au niveau de la dette. C'est sûr, c'est sûr. Il faut commencer par maigrir et vous courez après. Revenons à votre question précise. Alors, aujourd'hui, c'est ce que j'explique souvent à mes collègues, il faut regarder macro. La Banque nationale suisse, par sa politique anticyclique, par son soutien au franc fort, elle a acheté beaucoup d'argent, beaucoup d'euros. Bon, c'est bien. Quand j'étais dans la banque, elle était en dessous de 100 milliards, son bilan. On est à 1000 milliards aujourd'hui, à 1000 milliards de total du bilan. Beaucoup de gens ne comprennent pas, ils croient que c'est du vrai argent. Non, il y a des comptes partis, bon, c'est égal, on va pas faire le... Il y a à peu près 100 milliards aujourd'hui de réserves. Mais ça peut aller très vite dans un sens comme dans un autre. L'euro est à parité. Aujourd'hui, et je crois que la BNS, ils ne disent pas ce qu'ils font, mais ils ne rachètent pas beaucoup. Parce que à parité, ça joue. Bon. Cette politique publique, elle a conduit à garder un franc digérable, autant bien vis-à-vis des syndicats, monde patronal, nos exportations. Ça, c'est un point qui est crucial. Alors, la BNS, de ça, elle nous redistribue de l'argent. Là aussi, je suis parcimonieux, on met très peu de tranches de la BNS, parce que c'est du plus, c'est du beurre dans les épinards. On met une ou deux tranches, et nous distribue 6 tranches de 60 millions. Donc, dans les comptes 2022 au bouclement, on aura 360 millions. On en a mis que 2 au Parlement. Donc, voilà, 240 millions disponibles, mais j'ai un budget déficitaire de 180, donc j'ai que 52 bancs. Donc, c'est pas terrible. Ça peut faire mieux, mais bon. Revenons à votre question précise. Alors, en macro, la BNS nous redonne au peuple vaudois 360 millions de redevances. Mais je paye, à cause de cette surabondance de trésorerie, parce que le contribuable a compris que c'était aussi dans son intérêt pour différentes raisons, nous payons à peu près 24-25 millions d'intérêts négatifs, à 0,75. C'est en train de changer. Vous avez vu que les taux se resserrent un peu. C'est un peu complexe ces temps. On ne sait pas vers quoi on va. L'inflation est en train de jouer ses méfaits. Mais donc, si je regarde ce que je touche, je paye 30 millions, j'arrondis, et j'en touche 360. En macro, j'ai 332 disponibles, que je peux réinjecter, soit à la dette, soit à des politiques publiques, pour one shot, soit donner un petit chouïa aux communes, faire un truc, voilà. Et donc, mais si vous me demandez quand... Il est sur Puy, au cas où. Ah, d'accord, je comprends. Ouais, c'est ça, je n'ai pas posé la question de savoir où. C'est clair que si vous êtes à B ou à Puy, c'est pas la même chose. Et donc voilà, donc ça veut dire qu'en macro, j'ai tout intérêt à ce que la BNS, par son directoire, 3 personnes depuis 1906, continue à travailler librement, travaille sur des politiques publiques, financières et monétaires intelligentes. Je touche de l'argent, de l'autre côté je paye. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Mais je pense que c'est passager, parce que c'est même possible d'ici la fin de cette année, les taux commencent à monter un peu. Ouais. Ok. Merci beaucoup pour l'explication. Est-ce qu'il y a... Oui, petite seconde. Moi, j'ai un fil, ça va pas si loin. Je vous remercie pour cette brillante présentation que j'ai trouvée absolument fabuleuse. Et je vous remercie pour tout ce que vous avez mis de votre présence dans le canton. J'ai quand même une question à vous poser, c'est finalement, quels sont vos regrets en fermant quand vous allez fermer la porte de votre bureau le 30 juin, puisque vous avez dit?
C'est une question que je me suis posée, parce que forcément qu'elle vient aussi par la presse. Je vais être honnête, j'en ai pas. Je ne vais pas regretter mon choix d'avoir choisi la politique versus la banque. Je savais que ça... D'ailleurs, un de mes 10 consultés m'avait dit, tu verras, tu vas être chahuté, mais tu auras des moments de doute, tu vas dire, mais qu'est-ce que je fous là? J'ai eu ces moments de doute, c'est clair. Quand vous vous faites attaquer d'une façon frontale, vous avez ces doutes. Mais en même temps, je ne regrette rien. Réellement, je n'ai pas de regret. Alors, si je veux résumer votre question, qu'est-ce que je vais regretter peut-être? D'être dans le mouvement, parce que c'est ce que me disait un de ces 10 consultés, il me disait, tu es dans le mouvement. Tu es un peu une sorte de noix, de coquille de noix qu'on fait quand on est enfant, avec un peu de cire, et on met un drapeau, puis on met ça sur une rivière. Tu vas être sur les flots, mais tu vas avancer avec les flots. Alors, qu'est-ce qui va me manquer? C'est le mouvement. C'est le fait de participer à des politiques publiques, c'est le fait d'avoir réalisé, puisque j'aime l'architecture. Réellement, je suis passionné d'architecture et d'archéologie et d'histoire, et donc la construction m'intéresse, parce qu'elle est le symbole de ce qu'est le vivre ensemble. Dans un État démocratique, les bâtiments d'État, ils ont une portée d'ailleurs dans une tyrannie, dans un despotisme, dans une junte militaire. Vous avez des bâtiments emblématiques. Hitler a construit des bâtiments fous. Mussolini aussi, l'architecture incroyable. Ou Staline aussi, sur Moscou. Les 7 sœurs sont incroyables en matière architecturale. Alors ce que je vais regretter peut-être, c'est ça. C'est cette possibilité de pouvoir réaliser et de pouvoir contrôler ce que j'ai réalisé. En 20 ans, j'ai pu contrôler avec mes collègues le résultat. Et c'est un résultat collectif, il faut être clair. Je m'exprime toujours le nous, le on. Le je, pour moi, il est à bannir dans la démocratie suisse. C'est l'antithèse même de la Suisse. Alors voilà, donc voilà, ce que je vais regretter, c'est ça. Mais c'est normal. Il y aura ce qu'on appelle aussi dans le verbe antique la nostalgie. Allez aux racines, à ce qu'est la notion de nostalgie. C'est quand vous partez en vacances avec des gens, puis après vous vous séparez, chacun reprend sa vie de tous les jours. Il y a la notion de nostalgie antique. C'était bien hier. Puis en même temps, très vite, la vie reprend. Demain est un autre jour, d'autres perspectives, d'autres projets, d'autres enjeux. J'aurai un moment de nostalgie, c'est sûr. C'est ça que je vais regretter. C'est cette période incroyable, c'est des collaborateurs extraordinaires. Alors voilà, donc regret, non, j'en ai pas, parce que je suis dans le mouvement et je vais rester dans le mouvement jusqu'au 30 juin, avec une petite liste importante que j'ai envie de vraiment finaliser à 7, pas seul, à 7. Et demain, c'est une journée vachement importante au Conseil d'État, je vous jure. J'ai 5 gros dossiers que je vais leur bassiner jusqu'à qu'ils me disent quelque chose. Merci. Est-ce qu'il y a une toute dernière question? Merci. Oui, Samuel. Votre expérience en matière de conduite de projet, conduite d'équipe et puis management, elle est impressionnante. Quels conseils donneriez-vous à l'auditoire justement pour conduire les équipes, pour motiver les troupes? Est-ce que vous êtes plutôt dans la délégation? Est-ce que vous imposez vos idées? Comment, ou bien est-ce que vous négociez peut-être avec vos équipes? Comment vous appréhendez la chose? Vous avez résumé un peu toutes les approches. Ça dépend des jours. Et par exemple, pour le bouclement des comptes, alors j'ai une technique. Alors, le dialogue, alors je vais déjà les prendre individuellement parce qu'ils sont tous différents. Puis comme je dois arriver à une synthèse, il faut que je trouve le chemin où chacun va trouver ce qui l'intéresse. Alors j'en ai déjà eu 4 sur 6, tous trouvés super, c'est pas assez forcément, mais en même temps voilà, donc c'est le dialogue. Puis après, oui, dans mes équipes, moi j'aime bien les tableaux de bord, donc je partirai avec beaucoup de tableaux de bord, parce que autant bien à la banque, au Crédit Foncier, comme chef d'état-major, qu'ensuite à la BCV, avec le cockpit management qu'on a mis en place dans les divisions, et ensuite en direction. J'aime bien les tableaux de bord parce qu'ils nous obligent à être transparents, et puis ils nous obligent à mesurer. C'est pour ça que j'ai adoré l'exercice Standard & Poor's, et que je l'ai voulu. Parce que quand j'ai eu la note, alors ça franchement, ça c'était vachement compliqué. Hein. Quand le type il arrive et il vous dit vous êtes au niveau du Botswana, de la Grèce et de la Thaïlande, alors c'est sûr que c'est pas terrible. Puis vous dites, puis les autres cantons suisses, ils sont tous meilleurs que vous, hein, vous êtes le dernier. Alors voilà donc votre question, quel style de management? Tout d'abord, ça dépend des jours, mais j'aime bien diriger, mais en équipe. J'aime bien partager, j'aime bien aussi avoir tort aussi, parce que des fois on me dit, voilà, puis écoutez le conseil. Alors, dans un premier temps, j'ai plutôt tendance à dire, c'est comme ça, puis dire, je suis vraiment bête, ce qu'il me propose, c'est mieux. Puis d'écouter.
puis pas uniquement d'être un tyran, d'essayer de construire avec les autres, mais en même temps d'être chef. Ça aussi, j'adore être chef, depuis toujours, depuis tout petit. Donc voilà, donc c'est un style de management un peu dirigiste. C'est vrai. C'est vrai, et puis en même temps, mais alors, j'ai eu une chance, je vous le dis honnêtement, j'ai des gens dans le département et au sein de l'État qui sont incroyables, qui sont des hauts commis de l'État, qui sont très mal payés pour certains, mais en même temps qui sont fiers d'être à l'État de Vaud. Merci beaucoup. Je vois l'apéro déjà prêt. Moi, j'ai encore une dernière question. Vous êtes membre du CEC. Jusqu'au 30 juin, en tout cas, vous allez continuer à faire partie du CEC vidéo, j'espère encore de nombreuses années. Bien sûr, oui, bien sûr. Merci. Non, mais pourquoi je devrais quitter? On vous reverra donc, du coup à une prochaine conférence par cycle de 5-10 ans, avec une autre fonction, j'imagine. Bien sûr, mais dans l'absolu, vous voyez, j'aurais dû quitter le CEC, puisqu'en principe, la loi sur les participations voudrait qu'on n'ait aucun boulet, qu'on soit très libre dans tout. Et j'ai gardé cette cotisation, et j'ai gardé vos informations. Je suis venu des conférences du CEC. Pour moi, c'est la formation continue, vous l'avez relevé vous-même. Ça, c'est aussi un point qui est important. J'encourage aussi tous mes collaborateurs à profiter de la formation continue. Ça, c'est crucial. Alors voilà, je vais rester membre du CEC, puis je suivrai les conférences, puis celles qui m'intéresseront en fonction d'où je serai. Pour l'instant, je ne sais rien. Pour de vrai, je ne poserai pas la verre. Non, je ne sais rien. Je suis libre comme le vent. Super. J'ai rien. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut le réapplaudir encore une fois. Pascal Broulis. Merci beaucoup.